C'est beaucoup trop bon. C'est définitivement dégueu. Au fond, d'où viennent nos goûts? Ça, c'est une question que je me pose assez souvent. Ça, c'est moi petit et à l'époque, je me souviens que j'étais très difficile. Il y a plein d'aliments que j'aimais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu évolué, mais il y a toujours des trucs que j'aime pas trop, comme les huîtres par exemple. Et pourtant, plein de mes potes adorent ça. À l'inverse, il y a des choses que j'adore, comme certains fromages ou la coriandre, et qui sont très clivants auprès de mes proches. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu ce genre de débat, et je trouve ça assez fascinant qu'on puisse avoir des goûts si différents. Ouais, ça arrache. Moi j'aime bien. C'est pas très agréable. Pour démasquer ce qui façonne réellement nos goûts, j'ai mené une série d'expériences concrètes à l'aide de scientifiques spécialisés. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Dans le cas du dégoût, on va avoir les yeux exorbités, on va mettre sa langue en avant. En fait, c'est des réactions qui nous permettent de mettre cette chose le plus loin possible de nous. Derrière aimer ou ne pas aimer un produit, j'ai découvert qu'il peut y avoir plein de facteurs et même certains pièges que peuvent nous tendre nos sens. Alors c'est parti, je vous explique. Et pour tenter de percer ces mystères, nous voici au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, un lieu d'études spécialisé sur ces questions. Ici, on va notamment faire goûter des aliments bien particuliers à un panel de testeuses qui a bien voulu jouer le jeu, vous allez voir. C'est pas gênant pour moi. Je suis pas très fan au niveau goût. Et j'ai pu décortiquer tout ça à l'aide de scientifiques qui travaillent sur notre perception des aliments. Avant de découvrir tout ça, si nos vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Brut. Pour cette première expérience, on s'est procuré des petits papiers assez spéciaux imbibés d'une substance amère. Et on les a fait goûter à plusieurs personnes pour voir leur réaction. Quel goût ça a? C'est plutôt amer. C'est un goût amer. Rien. L'idée, c'est de montrer en fait que certains goûts, en tout cas l'amertume, est assez liée à l'expression de nos gènes. Et donc du coup, il y a des personnes qui vont exprimer ce gène qui va faire qu'on va être capable de détecter le goût amer sur ce papier. Il y a d'autres personnes qui ont une expression du gène différente et qui vont faire en fait qu'elles ne ressentent rien. Donc en fait, pour eux, pour elles, le papier n'a aucun goût. En fait, ces différences au niveau de nos gènes expliquent que certaines personnes aiment moins des aliments amers comme les choux de Bruxelles et d'autres choux ou encore les asperges et certains agrumes. Et puis aussi avoir une perception différente du chocolat noir ou du café. Pas forcément très agréable. C'est pas gênant pour moi, mais je mangerai pas toute seule. Des produits avec de l'amertume, quelque chose que tu apprécies? Oui, j'en mange beaucoup de chocolat, à plus de 80% par exemple, tout ce qui est endive. Mais nos gènes ne jouent pas seulement pour certains aliments amers. Ils joueraient un rôle important pour un produit particulièrement clivant, la coriandre. Ce produit, il n'est pas apprécié par environ 17% des personnes d'origine européenne, qui le décrivent très souvent comme ayant un goût proche du savon. C'est pas de la coriandre ça? Eh bien, cette étude de 2012 montre que cette perception s'explique aussi par des variations génétiques. Plus largement, ce type de différence innée au niveau de certains gènes explique aussi en partie que des personnes préfèrent certains aliments sucrés ou que d'autres ont une sensibilité plus forte au goût gras. Et elle pourrait aussi expliquer des préférences pour le vin rouge ou le vin blanc ou encore le bacon. En fait, certains scientifiques voient même dans certaines de ces préférences des avantages apportés par une longue évolution. En effet, le rejet de l'amertume pourrait être une protection contre certaines plantes toxiques au goût amer. Par exemple, là où j'ai travaillé en Amazonie, un groupe, donc les Mairuna, eux vont utiliser le même terme, bia, pour dire amer et toxique. Et les goûts sucrés, généralement appréciés dès la naissance, pourraient être révélateurs d'aliments riches en énergie. Pour des saveurs plus complexes, ça va être beaucoup plus difficile de dire « Ah, il y a ce gène qui est exprimé » et donc la personne va le ressentir différemment. Alors ok pour ce rôle des gènes dans nos préférences, mais vous allez voir, il n'explique pas tout. Cette fois, on prend cette houmous et on y verse une quantité importante de piment fort avant de l'étaler sur des toasts neutres. À chaque fois, bien sûr, on n'a pas dit aux testeuses ce qu'elles allaient déguster. Quelles vont être les réactions face au piment? On regarde. C'est vraiment très piquant là pour moi, c'est pas très agréable. C'est épicé. Bah plus, je pense que je meurs. Ça pique? Ouais, ça arrache. C'est épicé, mais je tolère. C'est piquant. C'est pas gênant. Dans ce panel, en fait, 2 personnes sont nées et ont grandi au Mexique. Des personnes qui sont plus familiarisées à ça, par exemple les 2 participantes d'origine mexicaine, elles tout de suite, elles avaient une appréciation plus forte du piment. Cette étude de 2022 montre que le fait d'aimer le piment s'explique notamment par le fait d'en avoir mangé souvent ou non dans sa vie. Et le fait d'en manger plus souvent, eh bien c'est plus courant au Mexique ou dans certains pays d'Asie que dans d'autres pays, notamment européens. Mais c'est loin d'être la seule préférence alimentaire liée aux différences de culture. Les insectes par exemple sont globalement appréciés au Mexique et dans plusieurs pays d'Asie ou d'Afrique, mais sont généralement
totalement rejeté par les Européens. Les insectes sont associés à quelque chose de sale, à des nuisibles, alors que dans d'autres sociétés, par exemple au Mexique, ça va être associé à un héritage millénaire et à une forme de fierté associée à leur gastronomie. En 2021, ces scientifiques recensent plusieurs autres cas étudiés, parmi lesquels des consommateurs des Émirats arabes unis apprécieraient moins certains assaisonnements fermentés que des consommateurs coréens. Des consommateurs chinois préféraient des aliments mous, tandis que les Danois préféraient des aliments plus fermes. Selon cet autre document, la perception du soja diffère fortement entre les consommateurs français et vietnamiens. Une étude qui a été menée par Simonet Toussaint dans les années 2000 qui a montré que les jeunes français sont habitués déjà à apprécier le vin et à associer le vin blanc à certains aliments et le vin rouge à d'autres. À partir du moment où on valorise un certain aliment, on s'associe aussi au type de personnes qui sont censées aimer cet aliment-là. Et vice-versa, ce qui nous dégoûte est aussi une façon de se distinguer d'autres groupes sociaux ou culturels. Et ici, le Muséum national d'histoire naturelle indique que des apprentissages sociaux et culturels peuvent totalement modifier les préférences pour tel ou tel aliment. Il y a des différences entre populations qui sont aussi d'origine génétique. La génétique peut impacter la physiologie et du coup l'apprentissage socio-culturel et vice-versa. On sait que dans certaines sociétés où certains aliments étaient valorisés, par exemple les sociétés pastorales qui consomment beaucoup de lait, ont développé une enzyme qui permet de dégrader la lactase à l'âge adulte, alors que dans d'autres sociétés, c'est pas le cas. Donc le culturel peut impacter aussi le génétique. Donc c'est un peu un phénomène qui s'auto-nourrit. Bien sûr, ces influences culturelles et sociales ne sont pas uniquement liées à la nationalité ou l'origine, mais peuvent aussi être en partie façonnées par d'autres critères comme l'entourage, le genre, la classe sociale ou encore le fait d'avoir voyagé ou non, etc. La socialisation au cours de la vie, ça peut être des voyages, ça peut être des rencontres, ça peut être une vie en couple aussi ou en colocation avec quelqu'un qui mange du piment. En fait, on va être plus exposé et ça va avoir un rôle justement dans l'appréciation. La néophobie alimentaire, ce qui est le fait que les jeunes enfants, vers 2 ans, vont se mettre à rejeter ce qu'ils ne connaissent pas. C'est en partie dû à certains de nos gènes, mais en fonction des parents qu'on a, s'ils vont nous proposer plus ou moins des aliments, un régime diversifié, ou en fonction des stratégies parentales d'alimentation, on ne va pas exprimer cette néophobie de la même façon. Donc au sein d'une même famille, on peut avoir des enfants qui sont très néophobes et assez peu néophobes en fait. L'étude de tout à l'heure précise cependant que certains produits semblent davantage faire consensus, quelle que soit la culture étudiée. C'est le cas des snacks salés et sucrés comme les chips et les chocolats au lait qui sont globalement fortement appréciés. A l'inverse, des aliments acides ou amers sont globalement moins appréciés. On a certaines prédispositions. Donc par exemple, on est plutôt prédisposé à pas aimer l'amer et les personnes qui sont en plus super testeuses, donc ça veut dire qu'elles vont détecter plus fortement l'amertume des aliments, elles vont avoir encore plus de mal à aimer l'amer. Mais au-delà de ces préférences qui sont quand même assez simples, tout le reste de notre répertoire alimentaire va être construit au fur et à mesure de nos expériences. Des fois, il y a aussi une association, un peu ce qu'on appelle les rites de passage, où par exemple, quand on passe à l'âge adulte, on va commencer à apprécier l'alcool, le café. C'est un goût vraiment marqué et qui peuvent être un peu difficiles au début, parce qu'on est habitué à manger des choses plutôt sucrées. Il y a un rite de passage aussi, donc il y a aussi une volonté d'appartenir au groupe des adultes. Et vous allez voir le contexte où l'image d'un produit peut aussi jouer. Il y a 3 verres devant toi. Quel jus il y a dans chaque verre? Jus de raisin, jus de pomme, cassis. Ces 2-là, c'est du jus de raisin, surtout celui-là. Le 3e, j'arrive pas à savoir. Cranberry ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est du jus de raisin partout, du coup. Je dirais raisin. Ici, on a pris 3 verres. Dans le premier, du jus de raisin. Dans le deuxième, c'est bien un jus de pomme qu'on a coloré pour qu'il ressemble au premier. Et dans le troisième, un jus de cassis. T'avais bien un jus de raisin. Au milieu, c'était un jus de pomme. Avec du colorant. Ah ouais, pas du tout la sensation d'un jus de pomme. Je pense que comme ils avaient tous la même couleur, je me suis dit que c'était du jus de raisin partout. C'est une expérience qui se base sur une expérience qui a été faite dans les années 2000 par un chercheur qui s'appelle Gilles Moreau et qui a utilisé du vin, donc du vin blanc coloré en rouge ou alors du vin rouge. Et l'idée, c'était de montrer que quand le vin blanc était coloré en rouge, des étudiants à qui on demandait de décrire ces 2 produits les décrivaient de la même façon. À ce moment-là, il faut que je vous explique un peu plus précisément ce qu'on appelle le goût à la base. Sur notre langue, on trouve des papilles qui contiennent des bourgeons du goût. Et lorsqu'on mange un aliment, ceux-ci sont stimulés et envoient des informations au cerveau. Cela permet notamment de détecter 5 saveurs dites primaires. Le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami, que l'on peut par exemple retrouver dans la sauce soja sans sel ou le parmesan. Mais ce n'est pas tout. Au même moment, l'aliment libère des molécules odorantes qui remontent par ici et stimulent cette fois notre système olfactif, qui nous permet de détecter les arômes.
Et enfin, je ne connaissais pas, mais il y a un nerf dit trijumeau qui relie en gros le nez, la bouche et les yeux. Et lui, il permet notamment de percevoir le pétillant d'un soda ou le piquant de la moutarde par exemple. Donc quand on parle du goût au sens scientifique, c'est l'ensemble de tout ça. Mais comme on vient de le voir, la vue d'un aliment peut aussi jouer sur sa perception. La vue va avoir une forte influence sur si on va percevoir le goût comme étant plutôt de la fraise, plutôt du cassis. La vue, c'est une manière déjà de catégoriser l'aliment avant même de le goûter ou de le sentir. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux le food porn, où en fait on goûte pas, on sent rien, mais en fait on a que le visuel, et il y a toute une esthétique autour du visuel où en fait on va saliver même juste en voyant l'aliment, alors qu'en fait c'est peut-être pas bon en fait. Il y a l'ouïe aussi en fait qui peut jouer un rôle, par exemple pour tous les aliments qui sont craquants. Si le craquant, si le bruit est sec, ça va être mieux perçu que si c'est un bruit qui est un petit peu moins net. Et c'est aussi le cas du toucher, par exemple, pour distinguer un aliment lisse ou rêche. Et donc au final, tous les sens jouent sur notre appréciation des aliments. Par ailleurs, voir certains aliments avant de sentir leur odeur pourrait aussi entraîner une meilleure appréciation gustative, selon cette autre étude. Les huîtres, les champignons, on mentionne souvent la texture pour expliquer que en fait, pour certaines personnes, cette texture elle est très problématique. Et par exemple, chez les enfants néophobes, ils vont avoir tendance à plus facilement rejeter des textures un petit peu comme ça, visqueuses. On sait que la texture gluante est vraiment dépréciée en France, alors qu'en Asie, elle est particulièrement recherchée. Mais à la fois, il y a le côté prestigieux de l'huître, c'est quelque chose qu'on associe à un certain cadre, plutôt festif, etc. Donc ça peut jouer. Maintenant, faisons une dernière expérience avec ces deux verres. Le premier contient un champagne et le deuxième exactement le même champagne. Lors de la dégustation, on va bien dire que le deuxième est du champagne, mais pour le premier, on va juste dire que c'est du vin pétillant ou de l'alcool pétillant. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Là, c'est pas des vrais protocoles scientifiques, on est dans des petites expériences très simples pour la vidéo. On va commencer par goûter celui-là, et c'est un alcool pétillant. Ça assèche un peu la gorge, je dirais. À côté, on a un champagne. Je trouve qu'il assèche moins. Pas une grande différence à part ça. On a l'impression que c'est un type de vin crémant sec, un peu acide. Je trouve qu'elle est riche en plusieurs molécules, plus d'écorce, on dirait. C'est plus intéressant en fait quand on les voit. Il y a plus de choses, je trouve. Je suis pas très fan au niveau goût. Les bulles sont un petit peu plus fines. Il est un peu moins amer. Peut-être préférence pour celui-ci. Et les deux étaient le même champagne. Et quand on goûte, on a l'impression d'avoir quelque chose peut-être de plus sophistiqué parce qu'il est attribué à tout l'univers qu'on peut associer au champagne, d'élitisme peut-être, de luxe, de goût peut-être plus raffiné. Cette expérience, elle permet de voir comment ce qu'on va appeler le goût, il se construit avant de goûter, de venir déguster l'aliment en question. Les informations qu'on nous donne sur un produit, les emballages, la température, le contexte de dégustation, la musique ou l'éclairage peuvent donc aussi jouer sur l'appréciation d'un aliment. Des scientifiques ont montré que l'intensité lumineuse d'un ketchup peut modifier les sensations lors de sa dégustation. Le fait que ça soit acheté en supermarché ou dans une épicerie fine, par exemple, sur un même produit, peut-être qu'on ne va pas lui attribuer le même sens parce qu'il y a des packagings qui vont plutôt renvoyer à un univers artisanal et d'autres packagings qui vont plutôt renvoyer à une dimension plutôt industrielle. Donc ça aussi, ça nous fait percevoir les aliments différemment. Les personnes avec qui on va manger, les manières de table va être hyper important pour apprécier ou pas. Si on mange tout seul dans un coin, dans une chambre blanche, un aliment délicieux, a priori, alors qu'on met le même aliment dans un contexte où il y a une grande fête, avec tous les gens qu'on aime autour de nous, etc., on n'aura pas du tout la même appréciation. Notre perception des goûts peut donc être influencée par nos gènes, notre culture et notre éducation, ainsi que par le contexte de dégustation. En complément de tout ça, est-ce que d'autres facteurs jouent sur nos goûts? En fait, si on a faim ou si on n'a pas faim, ça va jouer en fait sur est-ce qu'on apprécie ou pas ce qu'on est en train de manger. Ça peut être l'humeur, ça peut être aussi la digestibilité. Si on sait qu'un aliment nous provoque une mauvaise digestion, en fait on va pas être enclin à en reprendre. Face à tout ça, je me suis demandé, est-ce qu'on peut facilement modifier ce qu'on aime ou pas? Et si oui, comment? L'alimentation lors de la grossesse ou l'alimentation des jeunes enfants pourrait avoir une influence sur leurs préférences gustatives futures. Autre exemple, si on reprend le piment, une consommation répétée atténue notamment la sensation de brûlure et peut conduire à l'apprécier. De manière générale, manger de manière répétée un aliment au cours de sa vie peut permettre de renforcer son acceptation. La petite enfance, on peut dire que c'est vraiment une période importante, une fenêtre d'opportunité pour la construction de nos préférences. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer nos préférences plus tard. Et par exemple, on sait que l'exposition répétée d'aliments marche assez bien pour influencer nos goûts. Donc par exemple, si on nous montre 10 à 15 fois le même aliment, on nous demande de goûter à chaque fois, et
il est possible qu'on finisse par aimer cet aliment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, c'est super utile pour nous. Un grand merci aux membres du personnel et aux étudiantes du CSGA qui m'ont suggéré des expériences et m'ont grandement aidé à les mener à bien. À bientôt.